OK. Donc, bienvenue à ce webinaire, organisé dans le cadre des journées club du WTC Rennes Bretagne. 3 jours, 5 ateliers à partir de ce matin jusqu'à jeudi en partenariat avec la BPGO, membre du groupe BPCE et le réseau Globaliance. L'atelier Maroc donc est le premier de cette série. Nous aurons ensuite ce soir un atelier sur les USA en visio, le Moyen-Orient demain en visio également, le Québec-Canada en hybride mercredi en soirée et enfin un atelier sur le Royaume-Uni avec un focus sur les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey jeudi après-midi. Maintenant, revenons à l'atelier d'aujourd'hui. Nous aurons le plaisir d'accueillir en tant qu'intervenant Saad Hamoumi d'Harvard Consulting, membre du réseau Globaliance, vétéran de l'export et expert du Maroc. Saad est économiste de formation. Il a fait ses études à la Sorbonne et aux US. Il a travaillé pour la RAM, a géré le développement des duty-free shops au Maroc. Et il a aussi travaillé à USAID, avec USAID pour développer les centres entrepreneuriat du Maroc. Depuis 2000, il est à son compte avec Harvard Consulting pour accompagner des entreprises au Maroc et en Afrique. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Ali Merez de la MDIE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, doublé Moura Konar, qui va nous parler du Maroc comme un hub, un véritable pont vers l'Afrique. Moura Konar est une stratégie déployée par le gouvernement marocain actuel afin de notamment booster l'industrie en attirant des investisseurs. Nous aurons aussi comme témoin Radouane Yahia, responsable des zones Nord et Ouest Afrique chez TIDS, une plateforme qui combine la force des médias, des données et de la créativité de qualité pour fournir des résultats commerciaux durables. Et enfin, nous aurons aussi Pierre Orsatelli, qui va nous parler de sa société web, enfin la filiale de la société Webforce 3 au Maroc. C'est une société dans le domaine de la formation en numérique. Donc, ce webinaire est organisé en partenariat avec la BPGO, membre du groupe BPCE et le réseau Globaliance. Je vais laisser le soin à Alain Le Tacon et Philippe Giquel de dire quelques mots tout de suite. Mais avant de démarrer, quelques mots sur le WTC Rennes Bretagne. Donc, qu'est-ce que le WTC Rennes Bretagne? Nous sommes en fait un club opérationnel piloté par et pour des chefs d'entreprise, une plateforme d'information et de mise en relation entre entreprises et acteurs internationaux au niveau local et mondial. Nous faisons partie d'un puissant réseau d'opportunités d'affaires mondial. Nous sommes membres de la prestigieuse World Trade Centers Association basée à New York et nous permettons la mise en relation de 750 000 entreprises dans plus de 90 pays. Il existe plus de 320 World Trade Centers à travers le monde, dont 10 en France. Et au niveau local, parce que l'international est un véritable projet d'entreprise qui se joue en collectif, le club WTC Rennes Bretagne offre de nombreuses opportunités de développer des liens étroits et privilégiés avec les entreprises du territoire. Au sein de notre club, les chefs d'entreprise et les responsables export ou autres directeurs s'informent, échangent, témoignent, travaillent en réseau et s'inspirent des expériences des autres tout en bénéficiant de nouvelles opportunités d'affaires. Nous avons un programme d'action chargé en animation, des tables rondes, des retours d'expérience, des conférences, des ateliers pays, des opportunités matchmaking et des English Training Breakfast. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Marhaba bikoum, comme on dit en arabe. Et je vais passer la parole à Alain ou à Philippe pour nous dire quelques mots du partenariat BPGO. Merci Nicolas. Donc Philippe Giquel et Alain Detacon là qui sommes présents aujourd'hui. Donc nous travaillons pour la Banque Populaire Grand Ouest, donc qui est une banque du groupe BPCE qui intervient sur le Grand Ouest, donc Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, et qui accompagnons et qui est très présent auprès des PME, ETI régionales dans tous leurs projets. Dans le cadre de toutes ces activités, notamment des projets à l'international, donc BPGO est à même d'accompagner toutes les opérations, logiquement comme l'ensemble des partenaires bancaires. Mais BPGO s'appuie également sur un réseau, et le réseau Globaliance dont Saad Hamoumi fait partie, qui est un réseau qui accompagne les entreprises régionales dans leurs projets de développement, notamment sur des sujets de développement commercial, sur tous les grands pays industrialisés, mais aussi beaucoup de zones économiques régionales. Et BPGO est également partenaire du WTC de Rennes, dans l'objectif effectivement d'être le plus présent possible et de connaître au mieux les entreprises régionales dans leurs projets. Donc l'objectif de ces ateliers pour lesquels BPGO est partenaire, c'est vraiment d'avoir un regard très pratique
sur les opportunités et sur effectivement les objets, enfin, l'intérêt de se développer effectivement sur tous ces grands pays, et notamment le Maroc qui a été ciblé avec Nicolas parce que effectivement on a un certain nombre de clients qui sont aujourd'hui intéressés par ce pays et par accompagner le développement du Maroc, pays dans lequel il y a, à notre sens, beaucoup d'opportunités. Voilà, Nicolas, je te laisse reprendre la main sur l'animation de cet atelier. Merci Philippe. Alors je vais passer donc la parole maintenant à Ali, donc de la MDAE. Juste, un petit commentaire, nota bene. N'hésitez pas à poser vos questions, dans, le chat et nous tâcherons d'y répondre, en fin d'atelier. Ali, la parole est à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Ali Mahrez, je représente l'AMDI, qui est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Est-ce que vous avez mon écran? Nicolas, s'il te Alors plaît. non, on ne voit pas ton écran. Si tu veux partager ta présentation, c'est ça que tu veux dire, Oui, Ali? je suis en train de faire, oui. Est-ce que tu l'as partagé de ton côté? Je suis en train de... Je l'ai partagé. C'est bon? Alors non, toujours pas. À moins que d'autres personnes la voient. Non, pas encore, hein. On va essayer. Partager. Autrement, n'hésite pas à partager directement ton écran, c'est quelquefois plus simple. Oui, c'est ce que je sais faire. Sinon, Ah. sinon je t'envoie la présentation, si tu peux la partager de ton côté. Oui, commence la presse et puis tu peux me l'envoyer à ce moment-là. Et Ok, je vais la partager. donc en fait, l'objet, désolé pour disons pour ce problème technique. Je me présente, Ali Mahrez, je représente l'AMDI, qui est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Notre rôle, en fait, est de présenter le Maroc, présenter le potentiel du Maroc en matière d'investissement, mais aussi en matière de sourcing et d'export. Brièvement, pour faire simple, je vais essayer de répondre à une question fondamentale, je dirais, c'est pourquoi le Maroc? Tout à l'heure, Nicolas a dit que la signature du Maroc à l'international, c'est Morocco Now. En fait, nous considérons que le Maroc, actuellement, et dans le contexte dans lequel nous vivons, le Maroc présente tous les atouts nécessaires pour un investissement, pour une localisation industrielle compétitive et écologiquement responsable. Donc, le premier argument qui plaide en faveur de mon pays, je dirais, on peut dire globalement que le Maroc répond à trois critères fondamentaux. D'abord, nous avons un environnement pro-business très intéressant. Je pense à de l'aveu de tout le monde, l'environnement des affaires au Maroc est très favorable avec une ouverture, une stabilité politique et une économie solide et résiliente. Nous sommes également un pays compétitif avec des infrastructures avancées, des ressources humaines hautement qualifiées avec un coût intéressant et puis une position stratégique. Je pense que la carte parle d'elle-même. Et puis voilà, je pense une dimension très actuelle et très intéressante pour notre monde et pour notre avenir, c'est la durabilité, dans le sens où les énergies renouvelables au Maroc occupent une position très intéressante, puisque nous sommes à plus d'un tiers de la capacité installée qui sont d'origine renouvelable à date. Et puis nous avons un objectif très ambitieux de 52% dans même pas 3 ans, en 2025. Si on rentre dans les détails, d'abord, pour faire du business dans n'importe quel pays, il faut d'abord de la stabilité. Et sur ce plan-là, le Maroc, je pense, il se distingue. Nous sommes un pays très stable. Nous sommes un pays où il fait bon vivre, il fait bon, il fait bon vivre. Il n'y a pas de souci à se faire à part développer son business, et je dirais, et vivre sa vie. Il n'y a pas de question particulière à se poser sur ce plan-là. Économiquement, c'est stable. Politiquement, c'est très stable. Et puis, le cadre de vie est très agréable. Je pense, je parle à une audience essentiellement française. Je pense que beaucoup de Français le connaissent et ils l'ont déjà testé. Autre élément, c'est que sur le plan économique aussi, je disais, l'économie du Maroc est une économie qui se développe, où il y a une croissance. En témoigne notre PIB qui a triplé en l'espace de même pas 20 ans. Et puis, nous avons une inflation très stable et qui a été, pendant de très longues périodes, maintenue au-dessous des 2%. En fait, mis à part le contexte inflationniste mondial je dirais, qui frappe partout,
Autrement, le Maroc, les prix sont très stables, la valeur de la monnaie l'est aussi. Bref, ça permet aux patrons d'entreprise d'envisager leurs affaires, d'avoir une visibilité, je pense, qui est confortable et qui permet, disons, d'envisager l'avenir sereinement. Autre élément, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est que au Maroc, l'environnement des affaires, culturellement, nous sommes un pays ouvert. Et cette culture d'ouverture, elle se voit aussi dans le monde des affaires, puisque nous sommes très, je pense, c'est dans la. Parfois, certains investisseurs que je rencontre au niveau international me posent des questions qui ne se posent presque même pas au Maroc. En fait. Par exemple, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un associé local? Je dis non, il n'y a aucune obligation. Les entrepreneurs qui viennent au Maroc sont libres de choisir ou pas des associés locaux. Nous avons des accords de non-double imposition et de protection des investissements au standard OCDE, c'est-à-dire vous bénéficiez plus ou moins du même cadre légal que vous pouvez avoir chez vous. Il n'y a pas de restriction de mouvement de capitaux pour les non-résidents. Vous ramenez votre argent de manière formelle au Maroc. Vous êtes libre d'en disposer comme bon vous semble, c'est-à-dire aussi bien en interne que si vous voulez la rapatrier ailleurs. Et puis, vous êtes aussi libre de rapatrier vos profits. Bref, il n'y a aucune restriction sur vos mouvements de capitaux, sur votre liberté économique. Et puis, disons, selon le World Economic Forum, nous sommes le pays le plus compétitif en Afrique du Nord. Et puis, disons, selon une des banques de premier plan au niveau africain, nous sommes la destination la plus attractive pour l'investissement en Afrique. Je dirais même que nous serions les premiers, puisque je pense, si on considère d'autres critères qui me paraissent fondamentaux, le Maroc est vraiment et objectivement la destination et la porte d'entrée pour l'Afrique. On regarde le continent, je pense, disons, le point d'entrée le plus intéressant, tant sur le plan des opportunités économiques que sur l'ouverture à la fois continentale, mais aussi sur les marchés internationaux. Je pense, je le dis objectivement, honnêtement, c'est mon pays, c'est le Maroc. Autre élément, c'est qu'en arrivant au Maroc, vous bénéficiez de subventions, c'est-à-dire d'aide. Je pense que tout le monde aime ça, tout le monde aime quand l'État met la main à la poche. Donc, vous avez des subventions gouvernementales, vous avez des zones économiques spéciales, c'est-à-dire des zones économiques ou bien ce qu'on appelle des zones d'accélération industrielle, où vous avez des terrains et des espaces bureaux qui sont prêts à l'emploi. Vous avez un soutien financier et vous avez un soutien, je dirais, en transverse de la part de l'agence que je représente. C'est-à-dire, nous sommes votre avocat, nous sommes votre bras droit auprès des administrations, auprès de tous les intervenants, c'est-à-dire qui seraient nécessaires dans votre processus d'investissement. Nous sommes là pour défendre vos intérêts, nous sommes là pour vous faire, je dirais, pour dérouler le tapis rouge pour vous et pour que vos affaires prospèrent et marchent au mieux. Autre élément, c'est que je pense la position géographique du Maroc, je pense, elle parle d'elle-même. À partir de Tanger, on voit les côtes espagnoles, c'est-à-dire nous sommes à moins de 20 km. Et cette proximité fait que le Maroc a, depuis longue date, installé un port au niveau de Tanger, ce qu'on appelle le port de Tanger-Med, qui vous donne, rien que ce port-là, il vous donne une connexion maritime avec à peu près 190 connexions maritimes avec 77 pays. C'est-à-dire, en fait, à partir de Tanger, par exemple, vous êtes connecté de manière maritime, de manière régulière et compétitive, plus ou moins aux 5 continents. Et vous avez des capacités de traitement et de transbordement énormes. Je pense, c'est d'ailleurs le port de Tanger-Med, je focus sur cet aspect-là, est le plus grand port de la Méditerranée en termes de capacité, en termes de, je pense, en tant qu'atout compétitif, ça vous apporte énormément. Autre élément, c'est qu'en plus de cette ouverture, en plus de la position géographique, le Maroc a travaillé sur un réseau d'accords de libre-échange et d'accords préférentiels qui font qu'à partir du Maroc, vous avez un accès préférentiel à plus d'1,5 milliard de consommateurs. Et ce 1,5 milliard de consommateurs, je ne parle pas, je dirais, de la zone de libre-échange continentale africaine qui est en devenir, dont nous sommes membres, mais cet accord de libre-échange, il vous donne accès à des clientèles parmi les plus, je dirais, parmi celles qui ont le plus de pouvoir d'achat. Je parle de l'Union européenne, je parle de nos amis britanniques, puisque nous avons conclu un accord post-Brexit, des Américains, puisque nous avons un accord de libre-échange avec les États-Unis. Je parle aussi de la Turquie, je parle de certains pays arabes comme la Jordanie, la Tunisie et l'Égypte, avec lesquels nous avons un accord spécial. Nous sommes également partenaires ou bien partie prenante de la grande zone de libre-échange
arabe qui inclut tous les pays arabes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous avons également un accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis. Et puis, nous sommes également pays fondateurs et pays signataires également, et nous l'avons aussi ratifié, de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire que c'est la plus grande zone de libre-échange mondiale, tant par le nombre de pays que par, je pense, la population. Nous sommes également votre porte naturelle et évidente pour l'Afrique. Autre élément, c'est que l'infrastructure au Maroc, vous avez une infrastructure qui n'a rien à envier aux standards mondiaux. Vous avez des aéroports, vous avez un train à grande vitesse qui vous fait Tanger-Casa en moins de 2 heures. Vous avez des autoroutes, vous avez presque une vingtaine d'aéroports internationaux, vous avez une connexion Internet à très haut débit. Bref, il n'y a pas, je ne voudrais pas faire de comparaison, mais il n'y a pas de question à se poser côté infrastructure, côté connectivité quand on vient au Maroc. Et même en termes de connectivité aérienne, vous pouvez prendre votre petit déjeuner à Paris, avoir votre déjeuner à Casablanca, et puis le soir, si vous le souhaitez, vous êtes dans une capitale d'Afrique subsaharienne, puisque notre hub aérien connecte plus d'une trentaine de capitales à des fréquences, je pense, quotidiennes. Bref, en termes quand vous êtes au Maroc, vous êtes à la fois au Maroc, en Afrique et en Europe, puisque aussi vis-à-vis des capitales occidentales, notamment d'Europe occidentale et d'Union européenne, vous avez des fréquences quotidiennes et on est à plus ou moins 3-4 heures de vol. Ce qui fait que vraiment, c'est une position centrale et je pense que c'est une position qui facilite beaucoup le business. Autre élément, c'est que oui, nous avons un environnement compétitif, nous avons des infrastructures solides, nous avons des accords de libre-échange qui vous font gagner en termes d'accès au marché, mais notre main-d'œuvre aussi est dynamique, compétitive. Nous l'avons prouvé. Les coûts, je pense, les coûts salariaux, c'est l'évidence même, sont très intéressants, mais ce sont des coûts compétitifs auxquels s'ajoutent des compétences hautement qualifiées, puisque nos ressources humaines ont fait leurs preuves dans des secteurs aussi pointus que l'aéronautique, que l'IT, que l'industrie automobile. Et je pense que même certaines multinationales qui sont venues au Maroc ont parfois rapatrié des ingénieurs marocains vers d'autres unités industrielles qu'elles ont dans d'autres pays, parce que nos ingénieurs ont prouvé qu'ils sont capables vraiment d'apprendre très vite et bien. D'ailleurs, je pense que la population estudiantine marocaine, notamment en France, mais aussi en Europe, est parmi les plus brillantes et les plus remarquées. Autre élément que je voudrais souligner, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'au Maroc, vous avez des zones industrielles qui sont sur les 12 régions que compte le royaume. Certaines de ces zones industrielles ou bien certains de ces parcs d'activité ont des vocations sectorielles, je dirais par la vocation du territoire où elles sont implantées. D'autres sont généralistes, mais globalement, pour certaines activités, je pense, vous pouvez, une fois la décision prise, je pense en quelques semaines, sinon parfois en quelques jours, vous êtes capable de commencer votre activité. Et ces zones d'activité, en plus d'être équipées, elles sont aussi connectées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, je dirais, dans un point isolé de la carte, mais vous êtes connecté à la ville près de laquelle vous êtes installé, mais vous êtes aussi sur des axes autoroutiers qui rendent que l'aéroport ou bien que le port vous est facilement accessible. Autre élément que je voulais souligner, j'en parlais de manière assez transverse tout à l'heure, c'est que le Maroc a fait ses preuves dans des secteurs où il y a récemment, jusqu'à une date récente, nous étions parfois absents, mais très rapidement, nous sommes montés en puissance. Si je vous dis aujourd'hui que le premier secteur exportateur au Maroc, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas le textile, ce n'est pas les phosphates, c'est l'industrie automobile. Si je vous dis aussi que dans certains modèles de l'Airbus, par exemple, mais aussi certains modèles Boeing comportent des pièces marocaines et que certaines de ces pièces marocaines sont exclusivement faites au Maroc, puisque parfois nous sommes monosources, c'est-à-dire que nous sommes tellement fiables que les constructeurs nous ont fait la confiance ou nous ont fait l'honneur d'être le seul pays où certaines choses se font. Nous sommes également très actifs sur la partie textile, nous sommes aussi, bien sûr, classiquement présents dans l'agro-industrie, dans l'outsourcing et l'externalisation de services, dans les industries pharmaceutiques, et j'en passe. Je ne peux pas citer tous les secteurs, mais je vous ai cité, disons, les secteurs les plus en vue actuellement. Autre élément que je voudrais souligner, c'est que, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est que au Maroc, l'énergie verte occupe une place très importante dans le mix énergétique.
je vous parlais que à date, le mix énergétique aura plus d'un tiers de sources renouvelables. L'objectif est que en 2025, nous passons à plus de la moitié et les deux tiers d'ici 2030. Je pense dans le contexte actuel, ça vous donne une énergie compétitive en termes de coût, mais aussi une énergie propre. C'est-à-dire pour les objectifs de décarbonation, vraiment, ça accélère et puis ça vous donne un accès. Si on ajoute à cela la proximité du marché, ça vous fait un gain énorme en termes d'objectifs de décarbonation et en termes de compatibilité avec les normes de durabilité. Autre élément que je pense, j'en ferai ma conclusion, c'est qu'au Maroc, en plus d'être un bon environnement pour faire des affaires, c'est aussi un bon environnement pour vivre. De notoriété mondiale, le Maroc est un pays touristique, la qualité de vie y est agréable, vous pouvez c'est-à-dire faire du ski le matin et le soir vous retrouvez c'est-à-dire en bord de mer ou en plein désert pour contempler le ciel. Bref, culturellement, c'est-à-dire le Marocain est ouvert, le Marocain est accueillant, il est chaleureux, je pense que ce serait même, c'est l'évidence même. Et puis la diversité des paysages, les connectivités aériennes, tout ça fait que le Maroc est une destination, est un pays où il fait bon à la fois de faire ses affaires, de prospérer en termes de business, mais aussi où votre famille ou vous-même, vous pouvez vivre agréablement en étant connecté, en ne se faisant pas de soucis particuliers pour rien, même, c'est-à-dire on profite bien de la vie quand on est au Maroc. Voilà, je pense, c'est globalement ce qui fait que nous attendons, ce qui fait que c'est-à-dire notre signature a été Morocco Now, c'est-à-dire que le Maroc, dans le contexte actuel, c'est-à-dire le Maroc a toujours été compétitif, a toujours été intéressant, mais encore plus dans le contexte actuel où les questions de durabilité, les questions environnementales, les questions de coût de l'énergie, etc. se posent, je pense que nous avons une proposition de valeur très intéressante et je serais ravi de répondre à toutes vos questions et de vous apporter toute l'aide et l'assistance qui vous serait nécessaire si vous avez des questions particulières, si vous avez des projets d'investissement, nous serons là pour vous aider. Merci. J'espère que je n'ai pas débordé sur le budget temps qui m'était accordé. C'est parfait, merci beaucoup Ali. Et là, je pense que je dois parler pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait en France, quoi? Pourquoi nous ne sommes pas déjà au Maroc? Comme je disais on est tout à l'heure, comme je disais Nicolas, je suis obligé de quitter là à l'instant, mais Oui. je suis joignable par tout moyen et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions. Merci. Si tu as 2 minutes qui te restent, Alain avait une petite question sur les zones franches. Et Je pourrais vraiment pas, Nicolas. On m'appelle d'accord, pour l'autre intervention, mais je répondrai à toutes les ça questions. marche. Vous pouvez partager mon téléphone et tout ce qu'il faut. D'accord, bah, ça marche. Merci. Merci beaucoup, Ali. Au Merci. revoir. Au revoir, au revoir. Eh bien, bon, merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être que Saad, si tu vois la question d'Alain concernant les zones franches, le principe des zones franches existe-t-il toujours pour favoriser l'implantation des entreprises au Maroc? Si tu as quelques informations à donner sur quelques éléments de réponse. D'accord. Eh ben, merci Nicolas. Mon tour de remercier la Banque Populaire, le World Trade Center pour cette invitation. Avant de répondre à la question, je vais peut-être rapidement me présenter. Donc, Saad Amoumi, donc je dirige le cabinet Harvard Consulting qui est basé à Casablanca et qui opère depuis 2001 sur business development et accompagnement. Donc, on fait partie du réseau Global Alliance qui, comme a été dit au début par Philippe, est implanté dans à peu près 70 pays et que moi-même j'ai rejoint à peu près il y a 5-6 ans et qui est vraiment intéressant comme réseau parce qu'il a la particularité d'être francophone. Bien sûr, nous utilisons aussi les langues des pays, mais disons, ça facilite pour les entreprises françaises, marocaines aussi, enfin, toutes les entreprises francophones, il n'y a aucun frein à la communication. Donc, avant de dérouler un petit peu, enfin, ce que je vais faire, c'est plutôt compléter ce qui a été dit par Ali, que je remercie de l'âme Dieu.
qui a présenté un petit peu le cadre général. Par rapport à la question qui a été posée, oui, en effet, il y a toujours un cadre, enfin, je vais la revoir. Les zones franches existent toujours et bien sûr sont plus que jamais dynamiques. Et je pourrais d'ailleurs, si enfin, la personne qui a posé la question, je pourrais partager une présentation de la Tanger Free Zone, qui est le modèle le plus abouti et qui est opérationnel et qui a même développé, comme avait parlé tout à l'heure Ali, la TAC, la Tanger Automotive City, parce que Tanger a été conçu pour être une plateforme logistique, une plateforme ouverte à l'international, vu sa position géographique, hein, qui est enfin, au nord, extrême nord du Maroc, et qui est ouvert autant sur l'Europe que les États-Unis. Donc, ça a permis quand même un développement avec le projet Renault, qui est extraordinaire, qui est maintenant cité en exemple, et qui permet au Maroc d'être maintenant exportateur d'automobiles, hein, alors qu'auparavant, c'était les phosphates, c'était les produits agricoles. Donc, ça, c'est pour la question. Donc, j'en reviens un peu à ma présentation. Donc, comme je disais, Global Alliance, c'est un réseau international donc de business développeurs. Et à la fin de ma présentation, je parlerai un peu des prestations de services que nous sommes en mesure d'apporter aux porteurs de projets, aux personnes qui souhaitent s'implanter au Maroc. Pour faire un lien avec ce que disait Ali, et je pense que Nicolas a pu apprécier aussi la qualité de vie au Maroc durant son passage. Bon, chaque fois que je reçois des délégations, surtout avec une casquette qui est, je suis actif au niveau du patronat marocain depuis presque 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais chaque fois que je reçois des délégations de tout pays, je dis, on présente bien sûr les atouts et je dis, il y a un seul problème. C'est que alors tout le monde, bien sûr, venant de quelqu'un du privé, après avoir présenté toutes les bonnes choses, dit il y a un problème. Souvent, les gens, quand ils viennent au Maroc, ils ne veulent plus repartir. Voilà tout ce qu'a présenté Ali. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'exemples de patrons de multinationales, soit françaises ou autres. En général, ils décident de s'implanter. On a des cas de sociétés suisses, françaises, belges. Beaucoup de mes amis, ça fait partie de mon réseau, étaient auparavant ici pour une période, mais quand on leur a demandé de repartir à l'international, ils préféraient rester sur place parce qu'il y a vraiment l'environnement, comme a présenté Ali, qui est une réalité. Donc moi mon témoignage est celui de quelqu'un qui est du privé. Donc Ali a présenté un peu la vision d'Amdieu, qui est l'organisme public. Hein, donc je rappelle que l'AMDIE, c'est le bras armé du gouvernement, enfin, surtout maintenant c'est du ministère de promotion de l'investissement. Mais ce que je dois dire, c'est qu'opérant en business development depuis les années 2001, plus particulièrement, auparavant, j'ai eu la chance de travailler pour pas mal de projets internationaux, où j'ai d'ailleurs, comme tu avais présenté tout à l'heure, Nicolas, appris mon métier de business developer parce que c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain. Donc, on a beau avoir fait des études, c'est vraiment le terrain qui nous apprend comment travailler, comment faire face et s'enrichir un peu d'expérience. Donc, depuis que j'ai commencé, on a vu vraiment une vraie évolution au niveau j'allais dire, des relations publiques-privées. Parce que ce qu'on a remarqué depuis à peu près, bon, souvent dans la littérature, on dit les années 80. Bon, je dirais, moi, pour parler de façon plus pragmatique, des années 2000. Des années 2000, on a vraiment vu un changement complet. C'est qu'on a vu que l'administration est devenue, auparavant, on avait des membres de l'administration qui souvent ne connaissaient pas le terrain et qui déroulaient, c'était des hommes politiques qui, bon, dans la plupart des cas, n'avaient pas d'expérience terrain. Maintenant, il y a un changement complet. C'est-à-dire les gouvernements, depuis cette période-là, ce sont des gens qui sont politiques aussi, bien sûr, parce qu'il y a quand même un profil à avoir, une vision, une mission qui est liée à un programme politique, mais ce sont des gens qui connaissent le secteur privé. Et ça change complètement la donne. Je dirais que c'est à peu près depuis les années 2000. Ce qu'on a réalisé aussi depuis début 2000, c'est que le Maroc travaille dans toute sa stratégie de développement
avec des cabinets, en fait, un peu comme un business plan, comme travaillerait un homme d'affaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, souvent, c'est des gros cabinets, comme ce qu'on voit aussi en Europe, les McKinsey, les BCG, etc. Mais ce qui nous plaît, nous, du côté privé, c'est que ça nous parle et ça nous sécurise. Quand quelqu'un nous met un business plan et dit, bon, voilà mes forces et mes faiblesses et voilà ce que j'ai décidé de faire, eh ben, c'est quelque chose de plus parlant à un homme d'affaires qu'un homme politique qui va dire il faut qu'on réduise le chômage, enfin des choses, bon, des vœux pieux, mais qui n'ont pas, sur le plan opérationnel, qui ne sont pas déclinés. Donc ça nous parle vraiment. Ce que je dirais aussi en complément à ce que dit Ali, pour toute entreprise qui veut s'implanter au Maroc, ce qu'il faut voir d'abord, c'est, moi je dirais le facteur le plus important, c'est le facteur culturel, le facteur stabilité. Enfin, quand on le dit par rapport à quelqu'un de l'extérieur et qui connaît le Maroc pour peut-être le visiter en tant que touriste, c'est moins perceptible. Mais moi, je pense que la richesse du Maroc vient en fait donc du fait que ce soit une monarchie constitutionnelle. En fait, le fait qu'on ait une monarchie donne beaucoup de stabilité au pays. C'est un peu le garant. Enfin, j'allais faire une comparaison avec l'Angleterre, où il y a aussi. Enfin, c'est plus un modèle qui ressemble au modèle britannique, avec peut-être une donne qui est aussi qu'on retrouve aussi dans le modèle britannique, c'est que le roi n'est pas seulement n'a pas, disons, n'a pas un pouvoir, j'allais dire, politique. C'est aussi un pouvoir religieux. Il est représentant des croyants, alors pas seulement musulmans. Hein. Donc ça, c'est important aussi, c'est que les rois au Maroc ont toujours protégé toutes les religions. D'accord ? Ça, c'est un élément très important et qui est un facteur de stabilité. Parce que quand on vient faire des affaires dans un pays, je pense c'est la première des choses, c'est de dire je vais mettre mes deniers dans ce pays, je vais investir, ben, je veux que ça soit sécurisé. Et donc, c'est le premier facteur. Donc, ça, c'est un élément, moi, je dirais, qui est très, très, très important. L'autre élément qui est important, c'est qu'on a une population jeune. Si on voit la pyramide des âges au Maroc, on voit qu'il y a quand même une jeunesse. Et donc, la jeunesse, il y a bien sûr des contraintes, parce que c'est une nouvelle génération à laquelle il faut apporter, bien sûr, de la visibilité, du travail, etc. Des fois, c'est une vraie contrainte. Mais en même temps, c'est une chance, parce que c'est une population qui va nous challenger, qui va apporter de l'innovation, Donc, ça, c'est important. Et donc, comme a été présenté tout à l'heure, bon, beaucoup d'entreprises viennent, quand elles viennent au Maroc, trouvent une qualité, notamment dans le domaine informatique, dans le domaine technique, que heureusement ou malheureusement, beaucoup sont même, recrutés à l'international et qui posent peut-être des fois des problèmes dans certains domaines, comme, j'allais dire, les IT, peut-être que Pierre et Fatima en parleront tout à l'heure. C'est-à-dire on a des problèmes au niveau local de trouver des ressources à ce niveau-là. On va parler aussi d'un autre domaine où on a aussi pas mal de gens qui vont à l'international parce qu'ils ont montré leur qualité, ce sont les médecins. Donc, beaucoup de médecins spécialisés qui sont formés, disons-nous, les formations au Maroc, c'est quasiment, disons, même niveau que du standard français. Et souvent, c'est même, il y a des partenariats avec des centres universitaires français. Donc souvent, un cardiologue ou un anesthésiste n'a aucun problème à se redéployer dans une région française. Et donc souvent, ça cause un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, des fuites de cerveau. Mais ça montre quand même qu'une entreprise qui veut s'implanter va trouver les ressources de qualité. L'autre élément que je dirais qui est très important, c'est qu'on a, et ça va plaire peut-être à Pierre, c'est qu'on a réalisé que donner de l'importance à la femme dans les affaires, dans le domaine politique, n'est pas qu'un vœu politique ou pour répondre à un effet de mode. Enfin, l'approche genre n'est pas
c'est une vraie réalité. Donc, ce n'est plus comme auparavant une bataille que menaient les femmes pour avoir un peu plus de droits. Là vraiment, comme le Maroc est arrimé à l'international, Ali tout à l'heure l'a présenté, nous avons des accords de libre-échange avec les États-Unis, nous avons un statut spécial avec l'Union européenne, nous avons je ne sais pas combien d'accords de libre-échange signés avec la Turquie, l'Égypte, etc. Le Maroc, il a, depuis un certain nombre d'années, décidé de s'ouvrir de façon complète et totale à l'international. Parce que on réalise que pour se développer, il ne faut pas de barrière à l'entrée, il ne faut pas de protection. Enfin, bien sûr, il y a un minimum, hein, donc, comme tout pays doit le faire pour se protéger sur certains volets. Mais je veux dire, l'ouverture est réelle et complète et voulue parce que ça permet quand même à un investisseur qui veut venir de se sentir libre de ses mouvements et de se dire, je viens dans un pays où voilà, je peux être aussi efficace ou avoir plus peut-être d'opportunités que chez moi en France ou en Belgique ou enfin, dans un autre pays. L'autre volet qui était aussi montré et qui est très important à mon sens, c'est quand on veut investir au Maroc, il ne faut pas voir que le Maroc, enfin, j'allais dire intramuros, ce n'est pas que le Maroc en lui-même. La volonté qu'a le Maroc de se développer et de se déployer en Afrique est une réalité terrain. C'est-à-dire maintenant, on voit l'implantation d'énormément de sociétés, notamment, bon, les implantations commencent toujours par les banques, la compagnie aérienne. Bon, donc, si on voit le maillage qu'a le Maroc avec l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, il est très, très important. Et en plus de ça, ce que doit savoir un investisseur français qui souhaite s'implanter au Maroc, c'est enfin, et ça, on peut le sentir, quand vous allez, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, le Maroc est très, très bien perçu. C'est-à-dire quand vous dites, bon, moi, je suis implanté au Maroc et je travaille sur la région, enfin, d'Afrique de l'Ouest, ça va être bien vu. D'ailleurs, beaucoup de cadres dirigeants en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'entre eux ont fait leurs études au Maroc. Donc, parce qu'on a aussi, ça il faut peut-être le mettre en exergue, de très bonnes écoles d'ingénieurs, de très bonnes écoles de gestion. Et donc, beaucoup d'Africains préfèrent venir au Maroc pour se former, soit parce qu'ils avaient des difficultés en Europe, enfin, pour des questions de visa ou autre, ou pour des raisons religieuses aussi. Enfin, certains préfèrent comme dans les pays, disons, musulmans, préfèrent être dans un pays, peut aller faire sa prière le vendredi, enfin, un pays musulman. Donc ça, c'est pour le volet, j'allais dire, culturel, le volet climat des affaires globales. C'est une vraie réalité que les choses ont changé. Là, vous allez, si vous venez au Maroc, surtout pour ceux qui ont connu le Maroc il y a 15-20 ans, il y a un vrai changement. L'infrastructure a été présentée par Ali, a complètement changé. Et les réalités aussi actuelles, c'est que ça continue à évoluer. Là, dernièrement, depuis maintenant quelques années, on a réalisé qu'au Maroc, il y avait un développement centralisé autour de la région de Casablanca, qui est la capitale économique, et avec un rayon d'une centaine de kilomètres autour de capitale politique qui est Rabat. Et donc, on a réalisé qu'il fallait quand même changer de business model. Il fallait développer les régions. Donc, ça a été acté. Et maintenant, on a les 12 régions qui sont boostées. Bon, bien sûr, l'expérience de la région Bretagne peut être très bénéfique au Maroc. Mais chaque région a sa propre, disons, stratégie, son propre pôle de développement, ses propres outils de financement et essaye d'attirer les investisseurs, que ce soit locaux ou internationaux. Donc, 12 régions. Et d'ailleurs, je rappelle que depuis 3 jours, les centres régionaux d'investissement, qui sont un peu des guichets uniques installés dans ces régions, qui étaient auparavant liés au ministère de l'Intérieur, maintenant sont sous la même coupe que l'AMDIE, c'est-à-dire le ministère d'investissement, ce qui est une très, très bonne chose. Ça va permettre de faciliter l'accompagnement des porteurs de projets qui viennent au Maroc. Donc, tous les aspects, je pense, macroéconomiques ont été présentés par Ali. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais essayer, moi, de compléter par rapport à ce qui a été dit. Alors, peut-être sur du sectoriel. Hein. Donc, il y a énormément de possibilités dans plusieurs secteurs. Et si je
je rappelle certains secteurs qui sont peut-être très développés aussi en Bretagne et pour lesquels peut-être beaucoup de personnes du club World Trade Center sont affiliées. L'agroalimentaire, si on prend l'agroalimentaire, c'est un secteur vraiment très intéressant au Maroc. Et ce qu'a dit rapidement Ali, et qu'il faudrait peut-être plus développer, c'est qu'au niveau de l'agroalimentaire, le Maroc, enfin le gouvernement marocain, a réalisé qu'il y avait malheureusement beaucoup d'industriels qui ont un petit peu s'orienté vers du trading, enfin du négoce, et un peu délaissé certains secteurs. Donc il y a de vraies opportunités. Maintenant, le gouvernement veut substituer la production locale aux importations. Donc, juste pour partager avec vous quelques exemples qui m'ont un petit peu moi choqué, c'est qu'au Maroc, on importe de la tomate séchée et du coulis de tomate, alors qu'on a la tomate et le soleil. Ça, c'est vraiment… Donc, il y a des opportunités, que ce soit, surtout pour des projets industriels. Et globalement, juste pour donner un chiffre, que le gouvernement prend en charge, bon, ça dépend du niveau, bien sûr, d'investissement, mais globalement, environ 30% du programme d'investissement, s'il est porté sur des secteurs où il y a un intérêt à substituer la production locale par rapport aux importations. Donc, énormément que ce soit le caroube, il y a énormément dans l'agroalimentaire de possibilités. Et donc, par rapport aux autres secteurs, on a échangé hier, je pense, avec Nicolas, par rapport à la Bretagne. Il y a aussi le secteur de la pêche, de la pisciculture, des conserveries de poissons qui est très développé et où il y a encore des besoins, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a deux côtes, le Maroc est sur l'océan Atlantique et méditerranéen. Et il y a énormément de possibilités en fait, en termes de pêche où il y a matière à se développer. Le secteur, je pense, de la santé, on en a parlé aussi, il y a aussi un très fort développement. Enfin, je profite pour dire que le Maroc a été, comme tous les pays, impacté par la Covid. Donc, on en a souffert. On a montré quand même, durant cette pandémie, le gouvernement a montré qu'il avait une capacité de prendre en charge le pays, enfin, en termes de vaccination, etc., qui était souvent montré comme un modèle, même à l'échelle internationale. Donc, c'était très, très bien géré. Mais ce que ça fait aussi, cette pandémie, c'est que ça a montré que ce secteur de la santé, de la pharmacie, parapharmacie, enfin, tout le volet lié à ce besoin-là, a montré qu'il y a énormément d'opportunités de se développer dans ce secteur. Pas seulement pour faire des vaccins, parce qu'on espère que cette pandémie va passer, mais disons, d'investir dans les industries pharmaceutiques ou d'investir dans le secteur des centres de soins, etc. Donc, il y a aussi matière à développer à se développer à ce niveau-là. Le secteur de l'infrastructure, même s'il est développé, il y a énormément de choses à faire, est souvent lié au secteur du bâtiment, d'accord. L'autre élément aussi que j'ai oublié d'évoquer au début, c'est que le Maroc aussi a décidé bien sûr, les IDE, les investissements directs étrangers, on essaie, comme tous les pays, un peu, j'allais dire, entre guillemets, de les draguer, d'attirer, de donner un maximum de facilité. Et ça, ce qu'a dit Ali Merez au début n'est pas c'est une réalité sur le terrain. Moi, je le vois parce qu'on accompagne beaucoup de sociétés internationales ici au Maroc, qu'on travaille en bonne intelligence avec l'administration, qui se décarcasse vraiment pour nous aider. Donc, réduire la bureaucratie. Il y a aussi beaucoup de développement au niveau du digital pour éviter la paperasse qui reste malheureusement dans certains secteurs encore là. Mais la volonté, c'est vraiment de faciliter et d'aller sur j'allais dire, du zéro papier pour faciliter l'acte d'investir. En fait, je voulais en venir aussi aux Marocains du monde, parce qu'on a réalisé qu'on a une diaspora qui est très importante. Bon, la France en fait partie, qui était malheureusement mal accompagnée, enfin, disons, on ne voyait en eux que des transferts de devises. Donc, c'était même un poste au niveau
la comptabilité, enfin, le compte des nations, de dire, bon, voilà, ce que transmettent. Et on les voyait venir l'été ou pendant les vacances, bon, pour ramener de la devise. Maintenant, on a réalisé que beaucoup d'entre eux ont une expertise, ont souvent peut-être des volontés d'investir au Maroc, et ils sont maintenant, il y a toute une stratégie, il y a même un ministère qui est dédié aux Marocains du monde. Donc c'est une vraie, comment dire, ils ont une vraie valeur ajoutée et un vrai comment dire, avenir à se développer et à participer au développement économique et social du pays. Et eux, les Marocains du monde peuvent être aussi des ponts entre les pays, parce qu'ils sont un peu ambassadeurs des deux pays. Quand on a franco, je crois qu'on aura des témoignages plus tard, un franco-marocain, ben, il aime autant le Maroc que la France. Un belgo-marocain, c'est pareil. Donc, souvent, ce sont de très bons modèles pour la diaspora dans les deux pays, parce que on a aussi des cas de difficultés, mais il faut aussi montrer ceux qui réussissent et les aider à réussir. La position géographique a été tout à l'heure bien présentée par Ali. Je pense, je crois qu'on est à 14 km de l'Europe. Hein, donc, ce qu'on a réalisé aussi, et là on a tous vécu durant la Covid, c'est que l'importance de travailler dans la zone de proximité. Beaucoup d'entreprises qui sourçaient en Asie ont vu la limite de ce choix-là. Donc, il y a beaucoup de sociétés européennes qui maintenant disent ben, moi, je vais sécuriser, je vais travailler, enfin, comme ça, s'il y a un problème, ben, je n'ai pas besoin de faire, c'est-à-dire 10 heures de vol pour aller voir mes bureaux en Asie. Je peux être, enfin, disons, des relations de proximité. Donc, ça a remis le Maroc et la région en avant par rapport à l'Asie. Et donc, beaucoup de sociétés qui étaient en Asie maintenant cherchent à se délocaliser, se relocaliser plus précisément au Maroc. Donc, c'est une très bonne chose. Et pour les entreprises françaises notamment, qui connaissent parfaitement le Maroc. Hein. Donc, pour rappel, la France était jusqu'à il n'y a pas longtemps, quelques années, le partenaire numéro 1 du Maroc. Ça a été maintenant, ce n'est plus le cas, c'est maintenant l'Espagne. Et pour avoir vécu cette période, je dirais ce qui a changé entre cette position stratégique entre les deux pays, c'est que les Espagnols, qui pourtant n'ont pas la facilité de la langue au Maroc, ont investi beaucoup plus dans le développement du Maroc. C'est-à-dire, ont ouvert des bureaux, ont fait l'effort qu'il fallait, alors que beaucoup d'entreprises françaises étaient un peu en terrain connu et un peu en délaissé leur intérêt pour le Maroc, enfin, n'ont pas investi. Donc, tout ça pour m'amener à dire aussi que le conseil que je donne souvent à tout investisseur qui veut venir au Maroc, notamment français, c'est que la facilité de la langue ou le fait qu'on connaisse pour venir passer des vacances ne veut pas dire que c'est facile, ne veut pas dire que, c'est-à-dire, il ne faut pas, parce qu'il y a cette facilité-là, dire, bon, j'ai pas besoin de me faire accompagner ou parce que j'ai quelques informations, enfin, les informations qu'il me faut, et ça paraît tout facile. Investir ou se développer au Maroc, comme dans tout pays, il y a des logiques. Moi-même, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le secteur privé. Pour chaque projet, on ne dit jamais c'est acquis. Moi, je peux avoir fait une dizaine de projets dans le BTP. Quand j'ai un nouveau projet, là j'en ai un, par exemple, sur un cabinet d'ingénierie qui veut se développer sur tout ce qui est développement durable. Parce que, comme a dit tout à l'heure Ali, il y a un vrai intérêt par rapport à cette problématique-là. Tout ce qui est empreinte carbone, tout ce qui est hydrogène vert, tout ça. Ce cabinet qui est très sollicité par des cabinets marocains veut s'implanter. Quand on veut lui faire ce qu'on appelle un market scan ou une étude de marché, on ne dit jamais je connais, c'est facile, je vais faire du copier-coller. Chaque projet, c'est un nouveau projet et on fait attention à ne pas se dire c'est facile, même pour nous en tant que praticiens, je veux dire terrain, on se dit je vais voir parce que ce projet, il y a eu peut-être des nouveautés par rapport au projet que j'ai mené il y a 2 ans, il y a peut-être une nouvelle réglementation, on essaie d'avoir des informations
enfin, ça aussi, c'est une particularité, je dirais, au Maroc, c'est qu'il y a les statistiques qui sont données, mais il y a les choses qui sont entre les lignes. Et là, l'information, on essaie d'avoir, on fait des due diligence, on fait enfin, on essaie d'avoir des informations auprès des fédérations sectorielles on essaie d'avoir de l'information qui n'est pas publique et publiée. Et donc, pour sécuriser le projet. Donc, tout projet, quand vous voulez mener un projet, quel que soit le partenaire, moi je dirais, le premier conseil, c'est de vous faire accompagner. Et bien sûr, quand vous faites accompagner, autre chose, c'est prenez vos précautions. C'est-à-dire, c'est pas parce que même moi qui me présente en disant bon, je fais partie de tel réseau, ben c'est tout à fait normal de vous renseigner sur mon sérieux, mon professionnalisme, me demander des références. C'est la moindre des choses. Et moi, je dis, faites-le systématiquement. Il y a de très bons cabinets, il n'y a pas que le nôtre, mais je veux dire, n'allez pas. Ce qu'on voit souvent, que ce soit de nos amis français ou autres, un belge, etc., c'est que souvent, quand on veut se développer au Maroc, on va chercher un ami qui est là, qui peut nous donner un coup de main, mais qui ne connaît pas le secteur, qui va le faire. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'un ami est sur place et fait du surf au Maroc qu'il a une connaissance sur le secteur des IT ou de la logistique ou autre. Chaque secteur va demander un travail particulier. Nous-mêmes, au sein du cabinet, chaque fois qu'on a un projet, bien sûr, si on a besoin d'une ressource, on fait appel à cette ressource, que ce soit un fiscaliste, que ce soit un spécialiste des RH ou des IT, et on essaye d'accompagner l'entreprise comme si on faisait partie de cette entreprise. C'est-à-dire, on ne veut pas juste avoir un projet, signer un contrat, mais on veut que l'output, lorsque l'entreprise s'est développée, a ouvert son bureau, réussisse. Parce que si l'entreprise ne réussit pas, ça impacte aussi notre performance à nous. Hein, d'accord ? Donc, globalement, par rapport aux prestations que nous faisons sur le Maroc, on va trouver un petit peu toutes les prestations qui pourront être déployées par le réseau Globalion. Ça veut dire, ça commence par une connaissance du marché, ce qu'on appelle souvent des market scans. Alors, la différence, un market scan et une étude de marché, c'est qu'un market scan, c'est beaucoup plus petit. Donc, c'est voir rapidement, par rapport à son secteur, quels sont les acteurs. Comment se comporte la concurrence, comment se comporte, disons, le client, enfin, quelles sont les modalités de paiement, les délais de paiement, est-ce que c'est un problème ou pas, etc., etc. Est-ce que l'intérêt par rapport à la société qui veut s'implanter, il y a des synergies possibles avec d'autres pays africains, est-ce que le marché local est suffisant en termes de volume ou pas, etc. Donc voilà, nous, on dissèque avec la société tous ces volets-là. Après, ce que nous faisons aussi, c'est tout ce qui est développement commercial, création de filiales. Alors, on fait aussi du conseil juridique et fiscal. On fait aussi de la création, enfin, du conseil. Hein. Est-ce que c'est mieux de s'implanter tout de suite, sous quelle forme, etc. Et à ce titre-là, ce qu'on conseille souvent, quand c'est bien sûr intéressant pour la société, c'est qu'elle a une possibilité de faire ce qu'on appelle du portage salarial. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir une filiale tout de suite, elle peut recruter, soit ils ont une ressource, ou nous-mêmes, on peut le faire pour la société. La personne qui est recrutée, technique ou commerciale ou autre, peut être recruté par notre cabinet en CDD, mais il va opérer pour la société en question. Il va travailler à temps plein pour elle. La société a jusqu'à 2 ans. Avant, c'était 1 année, mais le gouvernement a prolongé. C'est-à-dire, vous avez jusqu'à 2 ans pour voir est-ce que, par exemple, l'étude qu'on a faite et complétée par le travail de cette ressource montre qu'il y a un vrai marché pour vous. Donc voilà, vous pouvez décider. Bon, il y en a nous, on a eu des cas, pour en citer quelques-uns, comme SMC, qui est le leader mondial de l'automatisme qu'on a implanté au Maroc et qui est venu à travers sa filiale française. Bon, au bout de 6 mois, ils ont réalisé que c'est bon. Enfin, ils ont déployé. Ils n'ont pas attendu 2 ans. On avait recruté pour 2 personnes et on les a aidés à choisir aussi le site d'implantation. C'est ce que nous faisons aussi. Une fois que vous décidez, OK, le Maroc m'intéresse, on va vous dire aussi par rapport à votre
comment dire, cible, quel est le plus intéressant, où il faut s'implanter, sous quelle forme aussi, même opérationnelle, logistique, d'accord? Donc ça aussi, ce sont des choses que nous faisons. Alors, tous les secteurs sur lesquels nous travaillons, c'est tous les secteurs, que ce soit le textile, automobile, agroalimentaire, BTP, aéronautique, etc. Donc, tourisme. Sinon, on opère sur de l'accompagnement business développement, comme j'ai dit tout à l'heure, recrutement et portage salarial, études de marché, veille concurrentielle, fusion-acquisition. On a aussi des équipes qui peuvent par rapport à votre projet, vous conseillez des entreprises qui sont ouvertes à ouvrir leur capital ou à être achetées, parce que des fois, c'est un choix beaucoup plus rapide de s'implanter en rachetant un client local. Alors, bien sûr, nous, pour ça, on fait tout l'accompagnement. Hein. On va pour vous aider à racheter la bonne société qui va vous permettre quand même de vous déployer beaucoup plus rapidement que si vous venez en propre et avec une courbe d'apprentissage qui prend bien sûr souvent plus de temps. Voilà globalement ce que nous faisons. Après, nous avons beaucoup on peut partager avec vous beaucoup de références sur, dépendamment des secteurs où vous êtes implanté. Et bien sûr, avec les partenaires Globaliance, nous sommes aussi en mesure de travailler sur différents pays, parce qu'on a aussi des projets. Des fois, on a travaillé sur le Maroc et le Sénégal, ou le Maroc et le Côte d'Ivoire, ou avec d'autres pays, mais aussi d'Europe ou États-Unis, pas de souci. Donc, on peut travailler en binôme parce qu'on partage un peu les mêmes standards et les mêmes modalités de travail. Et merci. Et je suis à votre disposition pour les questions. Merci Saad. Et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je suis ravi que tu aies évoqué le côté diaspora marocaine aussi dans le monde. En Bretagne, nous avons une initiative qui a été créée par la diaspora marocaine qui s'appelle Caire Marocco. Caire veut dire maison en breton, et donc Morocco. Donc c'est un lieu. Alors je n'ai pas trop d'informations sur le sujet, mais je connais bien les référents et les personnes qui sont à la racine de ce projet. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Nicolas, Oui. juste, j'ai oublié un élément très important, mais qui peut être d'un grand intérêt pour les personnes, c'est que le 29 et 30 novembre, j'organise la deuxième édition d'un salon de l'entrepreneuriat qui se Ah oui, passera à c'est vrai. Casablanca. Ça s'appelle Smart Entreprise. Et donc, vous êtes tous bienvenus. On va parler justement du climat des affaires, de comment développer son investissement. L'AMDIE sera là. Puis, on a aussi un échange avec des franco-marocains. Pierre Orsatelli en fait partie. Et d'autres qui viendront. Nous avons la chance d'avoir Ilan Benaïm, qui est un Maroco-français et qui a lancé le site Vente Privée, qui va aussi intervenir à la conférence d'ouverture. Voilà, donc vous êtes bienvenus. On pourra partager le site du salon, venir pour ceux qui veulent en savoir plus, rencontrer les gens. Donc, ce sera une bonne opportunité. Ce sera à Casablanca. Merci. Et puis donc pour revenir à la Bretagne, effectivement, bon, nos industries principales, comme tu l'as évoqué, Saad, sont bien entendu l'agro, la pêche, mais nous avons aussi beaucoup d'industries dans le numérique. Et puis ça tombe bien parce qu'on a Radouane et Pierre avec nous qui vont nous parler, de numérique, qui vont nous parler de développement au Maroc. Il faut savoir qu'en Bretagne, nous avons beaucoup d'entreprises dans la tech et notamment dans la cybersécurité. Mais bon, je vais passer la parole à Radouane. Alors, il faut savoir que le WTC, notre genèse, c'est l'échange. Alors, toujours compliqué l'échange en visio, comme on le sait. Mais bon, j'appelle aux participants, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et à
à savoir comment est-ce que les entreprises de Radouane et de Pierre se sont implantées sur ces marchés, leur succès, mais également leurs difficultés, parce que c'est ça aussi, hein, international. Alors, on a besoin de connaître les difficultés d'implantation sur tel ou tel pays pour pouvoir justement s'inspirer de vos expériences pour être, pourquoi pas même accompagné par vous ou ne pas faire face à ces difficultés. Donc, Radouane, je vais vous passer la parole. N'hésitez pas à vous présenter votre entreprise et puis le développement de votre entreprise sur le marché marocain. Très bien. Merci. Bonjour tout le monde et merci encore Nicolas pour l'invitation. Alors, je me présente, Radouane Yahya, je suis marocain. J'ai pu passer mes études en France, avoir une expérience professionnelle et par la suite rentrer au pays. Et voilà, aujourd'hui, je suis en charge au sein de TITS. Alors, TITS, à l'origine, c'est une start-up qui était créée à Montpellier, dans le sud, dont l'objectif, c'était de donner une alternative aux marques, qu'on appelle les annonceurs dans le secteur publicité, de diffuser leurs campagnes publicitaires dans les éditeurs. Alors, lorsqu'on va aller lire Le Monde, BFM TV, entre deux articles, il y a une publicité qui s'insère et cette technologie était créée par TITS, c'est ce qu'on appelle la technologie INRID. Donc, c'était ça le démarrage. C'était créé il y a une douzaine d'années environ à Montpellier. Après, ça a connu une extension et aujourd'hui, TITS, c'est une licorne dans la partie start-up en France. Il y a même Monsieur le Président Macron qui l'a cité plusieurs fois dans des events liés à l'entrepreneuriat. En termes d'extension géographique, aujourd'hui, on est présent sur plus de 30 pays avec 40 bureaux. Les plus gros marchés, ça va être toujours les marchés européens et l'Amérique du Nord, mais on est présent un peu partout, à la fois sur l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Alors, ça, c'est le démarrage. Sur le Maroc, on s'est implanté en 2012, donc il y a 10 ans. Sur un marché où on parle de médias digital, voilà, ça reste encore très, très jeune. Il n'y a pas de maturité, etc. Bien évidemment, ça, c'est un point très important à prendre en considération pour tout entrepreneur qui souhaite s'installer sur un marché, c'est voir est-ce qu'il y a cette maturité ou pas, parce que le potentiel va en découler. Si je vais aller sur le marché français, UK, etc., et je vais parler digital, le potentiel est juste énorme et même les ambitions vont être différentes. Lorsqu'on va aller sur un marché, prendre en considération le produit versus la maturité du secteur dans lequel je vais pouvoir m'installer. Et je pense que Saad, il a mentionné un point important qui est l'accompagnement. L'accompagnement dans le conseil. C'est pas parce qu'on a fait quelques jours ou passé un petit moment sympa à Marrakech, etc., qu'on connaît un pays. Et il faut vraiment aller faire des roadshows, rencontrer des gens, faire des échanges, comprendre en fait les difficultés du secteur en question. Si je veux aller dans l'énergie, si je veux aller dans la partie tech, la partie digitale, mais il faut que je comprenne un peu c'est quoi l'écosystème, de quoi on parle, quel est le potentiel de ce marché-là avant d'aller faire le pas. Et bien évidemment, il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui sont là pour accompagner et pour penser. Et donc voilà, sur l'expérience, on va dire, Maroc, on a aujourd'hui sur le portefeuille client, on travaille avec tous les gros annonceurs, on va dire, locaux, mais également internationaux. On travaille avec un Danone en local, comme on peut travailler avec une marque de grande consommation ou un distributeur localement. Donc, on a un portefeuille assez large. Ce qui est important, c'est que le digital, en général, au Maroc, prend une avance par rapport aux autres pays de la région. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet en fait d'aller vers l'avant. Mais c'est pas à la vitesse souhaitée ou
parce qu'il y a aussi les 2 dernières années qu'on a passées, le contexte de crise Covid, ça a impacté également les investissements sur la partie publicitaire. Il y avait un point qui parlait de, je ne sais pas si Monsieur Mehrez ou Saad l'a mentionné, c'est la compréhension de la culture. On a parlé de talents. Certes, oui, sur le marché local, il y a des talents. Il y a des talents qui sont formés en local. Il y a les Marocains de diaspora qui sont en Europe et aux États-Unis, au Canada, qui rentrent et qui ont cette volonté de rentrer sur le marché. Donc, le talent, il est là. Mais il y a aussi la culture. Si demain, je pars en Bretagne, je veux créer une start-up en Bretagne, la culture locale n'est pas celle d'un Marocain. Et il y a certaines choses que moi, je dois comprendre avant de m'installer, liées à la culture, liées à la religion, liées à tous ces éléments-là. Et ça, c'est des éléments qui sont importants, qui font un peu le succès ou l'échec de ce qu'on peut entamer comme action. Je parle là de la partie ressources humaines qui est importante. Il y a la compétitivité de prix, certes, mais je suis d'accord en partie, pas en totalité, pour dire que au Maroc, comme tous les marchés, si on veut des bons profils, il faut payer le prix. Donc, il y a un compétitif de prix lorsqu'on est sur un certain segment de profil, mais lorsqu'on va aller sur d'autres segments, et il faut aller sur voilà, des prix et des budgets qui sont importants. Il y avait aussi la partie challenge. Voilà, le challenge pour nous, en tant qu'entreprise qui travaille dans le média, dans le digital, c'est, on va dire, un peu comme pas mal d'autres acteurs, et Monsieur Hammoumi, il a mentionné, ça va être par exemple le recouvrement. On n'a pas tous les acteurs ou tous les partenaires qui vont être respectueux d'un délai de recouvrement, etc. Et c'est des choses qui peuvent impacter. Donc ça, c'est un élément important parce que la trésorerie peut être impactée et être accompagné par des experts dans ce sens-là. Il est intéressant de dire, voilà, moi, je m'installe sur un nouveau marché, je veux gérer ma trésor, je veux investir, je veux recruter, etc. Mais par contre, pour la partie recouvrement, comment je peux faire un forecast, comment je peux estimer les choses, est-ce que je serai payé dans 3 mois, dans 6 mois, et comment je me prépare à ça? Parce que ça, c'est aussi important lorsqu'on est entrepreneur, on s'installe, on nouveau, il y a déjà l'impact humain. Je pars ailleurs, je m'installe seul ou avec ma famille, etc. En plus de l'impact, on va dire, sur le cadre professionnel. Donc, il faut être conscient de ça et de savoir on y va. Il y a des secteurs qui, en termes de recouvrement, qui sont très bien, d'autres non. Donc, il faut savoir maîtriser ce point-là. Après, ce qui était dit en général sur le Maroc, la partie potentielle, etc., elle est là. Il y a la proximité Europe. C'est un marché qui est très orienté Afrique avec des partenaires qui sont globaux. Tout ça, c'est très bien. Mais en tant qu'entrepreneur, ce qui nous intéresse le plus, c'est de dire si je m'installe, qu'est-ce que je vais gagner et quelle est la valeur ajoutée versus si je vais ailleurs. D'ailleurs, si on prend juste la zone Afrique, plusieurs points étaient mentionnés qui sont très importants et très positifs. Instabilité, accompagnement, infrastructure, tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Il y a également les éléments liés au financement. Alors, moi, je peux dire, malgré tout ce qui était dit en termes d'accompagnement sur le financement, il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de possibilités qui ne sont pas très marketées. Aujourd'hui, si on s'assoit avec des experts de financement, il y a énormément de possibilités, d'où le fait d'être bien renseigné, de dire si je m'installe, qui sont les choses. Peut-être ça, j'aurai des avantages sur une région plus qu'une autre.
le coût que j'aurai d'installation à Marrakech, c'est pas le même que j'aurai dans le nord. Ça dépend de mon secteur d'activité. Ça peut être aussi de dire, si je vais aller dans le sud, je vais pas trouver des profils, alors que si je vais dans la région Casa-Rabat, j'aurai une infrastructure d'école sur laquelle je peux recruter, etc. Tout ça, c'est des éléments à prendre en considération parce que l'installation et la création d'entreprises, c'est un challenge et c'est une aventure dans laquelle il faut un peu maîtriser beaucoup d'éléments avant d'aller faire le pas. Voilà. Modestement, notre expérience au sein de TILS, elle est positive, d'où le fait qu'on est toujours positionné sur le marché local. Du marché local, on essaie de faire aussi l'extension vers l'Afrique francophone. Et on a d'autres bureaux sur la région, comme à Dubaï au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, pour gérer d'autres marchés. Et on croit au potentiel, parce que le potentiel, là, si on parle juste de notre marché dans la partie média digital, il est estimé de 250 millions de dirhams, c'est environ 250 millions d'euros de chiffres sur lesquels il y a un potentiel très important de croissance. Et après, tout ce qu'on va dire, on est toujours dans des années, 2, 3 dernières années qui ne sont pas très parlantes en termes de chiffres, parce qu'on est toujours dans un contexte de crise. Mais je pense qu'il y a un potentiel très, très important. Et le point que je peux dire finaliser mon intervention, c'est de dire le premier point sur lequel il faut se baser, c'est l'étude du marché, qui est très importante, et l'accompagnement. C'est une aventure, l'entrepreneuriat. Donc, si on étudie bien un peu où on va mettre le pied, si on est bien accompagné, il n'y a pas de raison pour ne pas réussir. Merci Radouane. Et votre entreprise est située où au Maroc? À Casablanca. Casa. Et est-ce que dans la région de Casa, vous avez pu bénéficier effectivement de possibilités de financement, de subventions pour votre implantation? Vu qu'on était implanté il y a une dizaine d'années, on a eu des subventions au début dans le cadre de toutes les entreprises, mais on n'a pas les mêmes que, par exemple, un acteur de l'automobile qui va s'installer au Maroc, qui va ouvrir une usine, etc. On est dans un métier de service, de tech, donc c'est pas la même chose. Mais comme j'ai dit, le financement et les aides vont varier d'un secteur à un autre. D'accord, merci. Et effectivement, Redouane, vous nous parliez d'infrastructures, d'écoles. Et je crois que la transition est toute trouvée là pour le coup. On va passer la parole à Pierre, justement, et Webforce 3. Donc, Pierre, de votre côté, si je vous laisse le soin de vous présenter, de présenter votre activité et votre implantation donc, au Maroc et puis vos projets également. N'hésitez pas à parler un peu de vos challenges et puis de vos success stories aussi sur le marché marocain. Par contre, je vois que vous êtes sur mute, donc n'hésitez pas à rallumer votre micro. Ah, non, c'est pas encore. C'est bon. Non, c'est plus bon. Euh, votre micro est toujours coupé, Pierre. Voilà. Non. Attendez, je vais voir si je peux le faire en remote. Voilà, je pense que cette Ah, fois-ci, voilà. merci à C'est tous, bon. merci Nickel. de vos présentations et de la façon dont vous avez traité le sujet de l'implantation au Maroc. Moi, j'accompagne l'entreprise, alors qui est celle de mon épouse, et malheureusement, c'était elle qui était prévue, et donc vous perdez au change, parce que vous m'avez moi, mais elle a des urgences à traiter, notamment dans le cadre d'une success story qui est le gain d'un marché important dans le cadre d'un appel d'offres public.
En fait, l'entreprise, elle s'est créée juste avant la Covid, le 13 février 2019. Elle a pour objet de former au métier du numérique en tension. Et donc, elle est la filiale d'une holding française qui est installée à Marseille et qui rayonne dans toute la France avec 60 écoles de formation au métier du numérique en tension. Vous avez un site wf3.fr qui montre ses implantations, avec des implantations aussi à l'étranger, Luxembourg, et donc, le Maroc, avec le constat d'une certaine proximité culturelle, le fait que le président de la holding est lui-même marocain, originaire de Sofro. Et donc, c'est vrai qu'au début, il nous a demandé, en tant que cabinet de consultants, de l'accompagner sur le Maroc. Et donc, c'est mon épouse qui, elle, est franco-marocaine, qui a monté la société marocaine à Casablanca. Et quand la Covid a débarqué, le programme d'ouverture d'école avec des cours délivrés par des professionnels du numérique en direction d'apprenants sur des cycles courts, format bootcamp, 4 mois et demi pour devenir codeur ou technicien réseau, etc. C'est avéré un modèle qui ne fonctionnait pas puisque les restrictions sanitaires ont été peu ou prou équivalentes au Royaume du Maroc que celles en France. Donc il a fallu se réinventer. La société l'a fait de deux façons. Un, en développant un modèle plus long, centré sur l'apprentissage, dans le cadre de la coopération entre différents pays européens qui existent. Alors Saad, lui, connaît très bien ça, puisqu'il travaille avec notamment la coopération néerlandaise, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'était la coopération allemande qui souhaite faire valoir son modèle d'apprentissage. Et donc, Webforce 3 Maroc a lancé un programme à Tanger avec l'ouverture d'une école à Tanger, centré sur l'apprentissage, mais c'est vrai que la plupart des cours se sont faits en distanciel. Mais toujours est-il que c'est un certain succès, puisque on va rentrer maintenant la 3e promotion. Et donc, il y a des formations sur 18 mois, mais qui sont étagées. La première s'est faite en grande partie à distanciel, la seconde en mixte, et la 3e se fera entièrement en présentiel. Au point que l'école de Tanger, qui était originellement installée en plein cœur de Tanger, dans les locaux de la Fondation Darna, au-dessus de la place du Grand Soco, aujourd'hui pris 220 mètres carrés au Technoparc de Tanger. Le deuxième vecteur de la réinvention du modèle, ça a été de répondre à des marchés publics, et notamment un marché public de l'Office pour la formation professionnelle et la promotion du travail, le FPTT, qui est une sorte de mélange entre l'AFPA, l'EGRETA et Pôle emploi. Et là, il s'est agi d'accompagner la digitalisation de 22 filières de formation professionnelle de l'OFPTT. Donc, ça a été qualifié marché du siècle. Là, en l'occurrence, on a eu l'expérience des marchés publics au Maroc. Il y a un certain nombre de différences avec la France, puisque notamment le système de cautionnement est un système un peu compliqué auquel il faut faire face. Mais ce qu'on a fait, le choix qui a été fait, c'est de répondre en groupement entre la filiale française et la filiale marocaine. Entre la filiale marocaine et la holding française. La caution étant portée par la filiale marocaine. Il a fallu expliquer à la banque que dans le cadre d'un groupement solidaire, c'était tout à fait possible que ce ne soit pas le futur titulaire du marché qui porte la caution. Bon, malgré quelques gymnastiques, en fait, on a gagné ce marché, qui est un marché conséquent, de l'ordre de pratiquement 20 millions de dirhams. Et donc là, on a découvert aussi un certain
certaines organisations un peu différentes, mais finalement, au fond, assez semblables dans le cadre des marchés publics, mais avec quelques contraintes administratives auxquelles il faut savoir se préparer et répondre. Et donc, aujourd'hui, la société est en train de déployer son modèle, à la fois un modèle hybride, à la fois de conseil et de réalisation, conseil sous forme d'ingénierie de formation, et à la fois de son premier métier, de formation au métier du numérique en tension, pour répondre aux besoins de digitalisation du Maroc. Mais ça a amené aussi à travailler cette dimension conseil avec d'autres acteurs. La société a répondu à un marché public pour l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Elle a travaillé aussi pour l'Agence de développement social. Elle a travaillé aussi pour le ministère de la Solidarité en montant des formations ad hoc sur la digitalisation. Donc, en fait, le maître mot, finalement, c'est un maître mot de souplesse et d'adaptation aux réalités du marché. Donc, c'est quelque chose, j'allais dire, d'universel chez les entrepreneurs. Et de ce point de vue-là, Maroc n'est pas très différent d'autres pays et de la France en particulier. Après, moi, la particularité, c'est que j'ai une casquette de consultant, donc j'accompagne des entreprises françaises qui investissent au Maroc, puisque la société que j'ai à l'agrément BPI France et Business France, donc sur l'assurance export et les chèques relance exportation. Donc c'est vrai que j'ai une vision peut-être un petit peu plus générale au-delà de Webforce 3. Et puis bon, j'ai été enseignant. J'ai monté un séminaire à la suite de mes années de conseiller du président de la Commission européenne qui s'appelait Géopolitique et monde des affaires. Donc, je pourrais beaucoup parler de la réalité aujourd'hui, de l'évolution. Ce que je dirais, c'est que il faut venir au Maroc avec une grande humilité en tant qu'entrepreneur français, parce que aujourd'hui, le Maroc est de plein pied dans la mondialisation. Et donc, si on pense que c'est un marché protégé pour les Français, on se trompe. Euh, J'allais dire que, sans casser l'ambiance, l'influence française est plutôt en baisse, dans le sens où justement il y a eu trop souvent des entreprises qui sont venues un peu en pensant que c'était un pays conquis. Ce n'est pas le cas et il faut faire preuve d'humilité, être excellent sur ses produits parce que le benchmark est mondial. Donc voilà, c'est ce message-là que moi j'ai envie de partager, c'est que il faut se lever tous les matins avec le fait que c'est pas parce qu'on est français, je dirais, comme vous le savez, aujourd'hui, les relations bilatérales sont un peu compliquées. Euh, on attend un réchauffement. Il n'y a plus d'ambassadeurs de part et d'autre. Il y a donc des perspectives. Pour autant, je pense qu'on ne peut que s'améliorer, mais c'est vrai que ça a des incidences, un peu ce climat relative à l'appréciation de la présence française en Afrique. Il y a une évolution aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins il y a d'opportunités importantes, mais rien n'est donné. Voilà. Merci Pierre. Souplesse, adaptation, agilité, humilité, les mots-clés. Vous avez parlé aussi de métiers en tension, ça c'est toujours très intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets, nous, de rapprochement, même en Bretagne, hein, de rapprochement de l'écosystème académique à l'écosystème business. On voit qu'il y a trop peu de relations. On a fait plusieurs webinaires, effectivement, aussi sur le recrutement à l'international. Sur différentes thématiques, que ce peut être tout simplement l'expatriation des salariés, mais aussi des difficultés de recrutement. C'est intéressant, vous parliez de marché public. Notre webinaire, non, c'est l'atelier en hybride sur le Québec
que nous organisons demain soir. Nous y évoquerons les marchés publics au Québec et au Canada, donc sur les plans municipaux, provinciaux et nationaux. Et puis vous nous parlez de financement, et c'est vrai que le financement, finalement, c'est très souvent, c'est une grande question dans le développement des entreprises à l'international. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons cet atelier organisé avec la Banque Populaire Grand Ouest, groupe BPCE, justement parce que ce sont des questions. Donc je sais que le groupe BPCE a dans ses partenaires la Banque d'affaires Natixis, mais je pense qu'Alain et Philippe eh bien, travaillent sur ces sujets de financement à l'international de façon quotidienne. Oui, absolument, Je- Nicolas. Oui. J'ouvre mon micro 30 secondes. Il y a énormément, alors ce qui a été dit, effectivement, moi je partage à 100%, beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel qui me semble sont inexploités, ou alors j'ai une fausse vision des choses. On pourrait faire beaucoup mieux avec nos clients et prospects, parce qu'au Maroc, on a un réseau il y a un réseau bancaire, la Caisse centrale Banque populaire du Maroc. On n'a pas de lien capitalistique. À une époque, on avait 5% d'échange d'actions entre Banque populaire et cette Banque populaire au Maroc, mais ils sont organisés comme nous. Ils ont des centres d'affaires entreprises comme nous. Ça nous arrive, mais trop peu souvent, en fait, d'organiser des rendez-vous comme ça pour des clients qui veulent aller s'implanter au Maroc avec la Banque centrale populaire du Maroc. Mais c'est pas suffisamment, c'est pas fréquent, quoi. C'est bien dommage parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. J'en suis intimement convaincu. Voilà, quoi. Mm. Merci Alain, et là je pense que tu as les interlocuteurs qu'il faut. Absolument, Qui- absolument, ça donne envie. Ça donne envie, franchement, ça donne envie d'accompagner des entreprises pour aller s'implanter là-bas ou pour trouver des distributeurs. Pas forcément de l'implantation, parce qu'on a aussi des entreprises de taille moyenne qui, dans un premier temps, ne s'implanteront pas, parce que ça nécessite quand même un budget important. Mais effectivement, il y a plein de choses à faire. Ah, je vois que Saad a rallumé sa caméra. Peut-être tu as deux, trois éléments. Oui, moi, je voudrais remercier Redouane et Pierre pour leur témoignage. Je pense que tout ce qui a été dit montre, enfin, disons, le vécu, les challenges qu'il y a. Hein. Vous avez parlé des marchés publics, c'est vrai que c'est encore un casse-tête. Mais quand on est accompagné, quand on connaît J'avais fait d'ailleurs un webinaire pour la Maison de l'Occitanie, qui ont un bureau à Casablanca, qui sont très dynamiques, et pour l'accès au marché public pour les entreprises du secteur bâtiment. Donc, on avait un peu disséqué. C'est vrai que c'était un concours, c'était un parcours du combattant. Maintenant, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs si on a les bons interlocuteurs. Je crois que ça a été dit par tout le monde. C'est-à-dire, il faut choisir les personnes qui vont vous accompagner, quels qu'ils soient, se renseigner sur ces personnes. Il y a beaucoup d'opportunités au Maroc dans beaucoup de secteurs. C'est un pays qui est en train de, enfin, ça foisonne, mais en plus, on peut faire des affaires dans un climat serein, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'autres pays de la région. Hein. Je ne citerai aucun pays. Je veux dire, il y a des pays avec peut-être d'autres potentialités, mais qui n'ont pas cette stabilité, cette vision claire. Donc, pour l'entrepreneur français ou international qui venir au Maroc, il y a ces éléments-là. Mais nous sommes, enfin, les accompagnateurs sont là, que ce soit les banquiers, que ce soit nous, enfin, il faut avoir, enfin, nous, on travaille en équipe. Hein. Donc, on a besoin du banquier, on a besoin du fiscaliste. Quand on veut réussir un projet, il faut un peu tout le monde. Donc, ce qui était dit, que je partage, d'ailleurs, on va l'évoquer sur le salon que j'organise, c'est que c'est vrai que les outils de financement existent. Il y a encore une fragmentation au niveau local. J'étais à une conférence il n'y a pas longtemps avec Redouane, où beaucoup d'initiatives existent, mais pour l'instant, il y a un problème de synergie. Enfin, cette carence, on essaye à notre modeste niveau d'y pallier en ayant un événement annuel, mais c'est en train d'être aussi adressé par l'administration, parce qu'ils sont en train de réfléchir à peut-être des incubateurs, accélérateurs locaux,
porté peut-être par les centres régionaux d'investissement. Il y a un vrai travail, c'est-à-dire on va dans le bon sens. Certains vous diront pas rapide, c'est pas assez rapide. Les gens du monde privé veulent toujours aller plus vite, mais il y a de vrais challenges. Et comme a dit Pierre, la France malheureusement a perdu un peu de terrain. Il faudrait le regagner. Il y a encore, enfin, disons, le français, la relation est très bonne, c'est-à-dire tout le monde apprécie, parle français, tout ça. Et vous allez vous sentir un peu chez vous, en France, au Maroc, mais il va falloir travailler pour que cette relation devienne plus sereine, que ces problèmes politiques. Moi, je pense que les problèmes politiques vont être gérés. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'implanter ne doit pas trop se préoccuper de ça. Il doit y aller. Enfin, bon, il faut que les frontières soient ouvertes, bon, ce qui n'est pas le cas peut-être avec nos amis algériens, où il y a aussi beaucoup de potentiel maroco-algérien. Mais avec la France, ce n'est pas le cas, même si il y a des petits soucis, mais je pense que quelqu'un qui veut s'implanter peut le faire rapidement. Il ne faut pas attendre, parce que vos concurrents n'attendent pas. Il faut prendre des parts de marché, s'implanter, se faire accompagner, et après, Maroc et l'Afrique, les portes sont ouvertes, quoi. Voilà. Et je ne peux que être d'accord avec toi, Saad. Et j'aime beaucoup le témoignage de Pierre aussi sur le fait que beaucoup de Français, malheureusement, se sont plantés, si j'ose dire, sur le Maroc en arrivant en terrain conquis d'une certaine façon. Le Maroc, certes, on y parle français, et moi, avec ma modeste expérience, je sais qu'au Maroc aussi, on parle, et surtout, on parle arabe. Et c'est très, très important de pouvoir s'adapter à cela et de pouvoir effectivement échanger avec des partenaires, des distributeurs au Maroc en arabe, même si le français est parlé, mais il y a ce côté, ce côté culturel, cette langue, et il faut s'adapter effectivement à ce pays qui, comme Ali l'a excellemment bien présenté, qui est très agréable à vivre. Et toi, Saad, dans ton expérience comme je dis, de vétéran de l'export, tu l'as très bien illustré avec tes propos. Bon, il est 11h03, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat, à moins que peut-être nous en avons une dernière. Peut-être, je vois qu'Alain est en train d'écrire. N'hésite pas à allumer ton micro, Alain. Oui, en fait, je me suis exprimé de vive voix tout à l'heure et sur les opportunités, il y a vraiment beaucoup, je me répète, hein, il y a vraiment, je pense, beaucoup de choses à faire. On peut faire beaucoup mieux, je pense, que ce que l'on fait actuellement. Et puis, c'est bien d'avoir des témoignages d'entreprises qui affirment bien cela, quoi. Et cet Peut-être un atelier n'est élément, Nicolas. qu'un démarrage. Peut-être, Nicolas, ce que peut-être je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a une implantation de Pramex, qui est une Oui, filiale de Banque Populaire, et avec laquelle on collabore. Le Pramex qui fait plutôt tout ce qui de est volet l'implantation administratif, voilà, et et comptable. de la gestion de filiales. Voilà. Donc, Ouais. nous collaborons avec Pramex en bonne intelligence, parce qu'on est complémentaires, en tout cas au Maroc. Et effectivement, Pramex nous avons organisé des webinaires par le passé avec Pramex sur différents sujets. Donc, merci en tout cas, merci à nos intervenants, Saad, Ali, Radouane et Pierre pour leurs interventions et leurs témoignages. Merci à nos partenaires, donc la BPGO, donc membre du groupe BPCE, et le réseau Globaliance pour cet atelier. Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire sur votre développement au Maroc. Ce n'est, comme je le disais, qu'un démarrage. Je pense que on va un peu décortiquer cet atelier et voir les sujets qui pourraient être encore plus intéressants et sur lesquels on pourrait des secteurs sur lesquels on pourrait se pencher pour les entreprises bretonnes et favoriser les échanges franco-marocains. Merci à tous et je vous souhaite à toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et merci Nicolas. à vous Au tous. revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.